Quelle série d'uppercuts! Oh là là! Le couleur n'a d'autre choix que d'arrêter ce massacre! From Montreal, Québec, Canada! There's a haymaker. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode du Punchcast, ton podcast qui a du punch. Samuel Descaries, entraîneur de boxe, cutman, fan de boxe. J'en mange tous les jours, tous les matins. Mais je suis aussi et surtout un passionné de l'être humain. Et à travers le podcast, on découvre des êtres humains exceptionnels qui ont tous un rapport avec la boxe. Mon co-animateur, celui qui m'a initié au noble art depuis quelques années déjà, Antonin Descaries, directeur général de Eye of the Tiger, ancien boxeur professionnel. Et puis, mon cousin aussi. Comment ça va, Anton? Super bien, j'étais excité. On a une première aujourd'hui. Là. C'est sûr que le podcast n'existe pas depuis tellement longtemps, mais pour la première fois, on en fait un boxeur. Donc, ça va être excitant aujourd'hui. Oui, puis sur les réseaux sociaux, les gens avaient hâte qu'on ait un boxeur. D'ailleurs, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à le faire via les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcasts. Sinon, il y a YouTube aussi via la commission athlétique punchinggrace.com. Ma mère serait pas fière de moi. Et comme tu le disais, on a un invité de marque aujourd'hui. Il a fait une superbe performance il y a 2 semaines. Il nous a démontré là, que vous avez bien fait de miser sur lui. Son plus beau combat en carrière, sa jeune carrière encore. Donc, il y a plusieurs combats qui vont surpasser ça dans un avenir rapproché, mais... Félicitations encore pour merci beaucoup. J'allais dire la semaine passée, mais ça fait 2 semaines déjà. 2 semaines. Exactement 2 semaines. C'était un jeudi. Wilkins Mathieu, bienvenue au Punchcast. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Dis-moi, est-ce que tu es redescendu un peu de ton nuage? Là? Comment ça se passe? Ouais, c'est la première fois que j'étais autant content longtemps avant un combat. D'habitude, ça dure une journée. Puis après ça, je passe à autre chose. Là, pendant peut-être une semaine, j'ai été content. En tout cas, pour te connaître, habituellement, t'es même pas content. Non, ouais. T'es plus... en fait, je dirais, avant un combat, le feeling, c'est même pas de temps être content, c'est plus du soulagement. Comme je passais à travers un camp d'entraînement, je passais à travers l'enfer, la perte de poids, tout ça. Pour... Ouf, là, maintenant, je suis soulagé de tout le stress qu'il y avait avant le combat, tout l'engouement, tout ça. Là, c'est fini. Ouais. Dis-moi, toi, on a eu la chance de te voir grandir à travers la boxe. Je me souviens de toi, tu devais avoir comme 14 ans, tu avais déjà ta veste Eye of the Tiger parce que ton frère a boxé aussi. Tu as même eu un parcours un petit peu particulier, si on peut dire. Mais ça, il n'y a sûrement pas beaucoup de monde qui savent ça au Québec. Puis on dirait que c'est spécial là, de le voir parce que j'ai un fils de 19 ans, j'ai une fille de 16 ans, j'ai un petit bébé de presque 1 an aussi. Mais Will, il est arrivé... à Montréal, il y avait 15 ans. Là, t'es parti en appartement, t'habitais tout seul en appartement. Il est parti de Québec, il a changé complètement. Il allait à l'école ici à Montréal, il avait son appart parce qu'il voulait être dans un environnement plus propice à sa carrière, plus de sparring partners, des meilleurs coachs. Parle-nous un petit peu de ça. Moi, je suis fou, un peu. Quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, puis j'aime ça me mettre le dos au mur en voulant dire comme que je me mets dans une situation où je me dis que j'ai pas le choix de réussir. Puis quand je veux vraiment quelque chose, je vais tout faire en sorte pour l'avoir. Exemple, mon but, ça avait été de partir en podcast, de devenir le plus gros podcast au Québec. Ben, j'aurais tout mis... Mettons, j'avais eu 20 000 $ de côté, j'aurais tout mis mon 20 000 $ dans tous les équipements qu'il y a ici. Puis je m'aurais lancé à 100%. Puis c'est la même chose pour la boxe. J'ai décidé de tout lâcher ce que je faisais, puis d'aller me focus à 100% pour la boxe, parce que je savais que c'est ça que je voulais faire, puis rien d'autre. Même si on m'avait dit, ben, tu sais, fais l'école de police ou de pompier, whatever, c'est pas ça qui m'aurait rendu heureux. Je sais ce que je voulais, je sais ce qui m'aurait rendu heureux, puis c'était la boxe. Fait que j'étais 100% dans ce chemin-là. Puis t'es content, tu regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Puis je suis content comme de ce que j'ai accompli à un si jeune âge. Tu sais, le parcours que j'ai eu, j'ai fait ça tout en mode rapide. Tu sais, j'ai été au championnat du monde junior, j'avais comme 20 combats amateurs. J'étais sur l'équipe canadienne avec comme 15 combats amateurs. Pour ça, je suis tourné pro assez rapidement. Puis tu sais, en 2 ans, je suis professionnel, je me suis battu pour un titre dans un combat de 10 rounds. Fait que tout ce que s'est passé à date dans ma carrière, c'était des affaires que j'avais déjà visualisées, puis des affaires que j'avais prévues. Quand je suis passé professionnel, j'avais 18 ans. Je m'étais dit, 2 premières années, ça va être de faire le plus de combats possible, d'être actif, de me faire connaître. C'est exactement ça qu'on a fait. Puis, 3e année, c'est d'aller chercher une ceinture, puis c'est exactement ça que j'ai fait.
il l'a fait, puis il a bien fait contre un adversaire vraiment crédible. Là. C'est impressionnant. C'est une des raisons pourquoi tu es aussi content, justement, de. Habituellement, ça dure 24 heures, ton espèce de petit sentiment. Là, ça s'est prolongé un peu. Là. On dit souvent, là, à vaincre sans périple, on triomphe sans gloire. Mais tu sais, Shaquille, c'est un gars solide. Là. Il a donné du trouble à Eric Bazinian, vraiment. T'en es pas débarrassé parce qu'il a fait de la limite, mais t'as dominé du début jusqu'à la fin. Tu l'as envoyé sur les fesses. Honnêtement, c'était vraiment une belle performance. C'était une très belle performance, mais moi, je dois dire quelque chose. Anton, il fait vraiment bien sa job de promoteur. Okay? Parce que il y a 2 épisodes, on parlait du combat qui s'en venait. Puis il était, ouais, mais là, c'est peut-être trop tôt pour Wilkins. Anton, là, ça, c'est ta job de promoteur qui parle parce que moi, je le vois dans le gym. Non, mais attends. Puis il met les gants avec Moreno, il met les gants avec Nimet, il met les gants avec MB, il met les gants. Tu le vois comment. T'es un naturel, mais qui travaille très fort. T'as des belles habiletés. Alors, de mon côté, lui, il avait le côté promoteur, moi, j'avais le côté. Comment ça se fait qu'Éric Bazinian a eu tant de difficultés? Les gars, ils se connaissaient depuis tellement longtemps. C'est comme, tu mets les gants. Toi, quand tu mettais les gants avec Jean-Pascal, là, tu te souviens? Tu lui donnais de la difficulté. Là. Pourtant, là, vous êtes 2 chums. Là, c'est la vitesse, c'est la différence ça, mais les gars, ils se connaissaient tellement. Ça doit t'arriver. Des fois, tu mets les gants avec des gars de manière répétitive. Là, puis à un moment donné, ben, là, les deux, vous vous connaissez. Ça fait que ça fait soit des sparring qui sont vraiment compétitifs ou sinon, à un moment donné, c'est juste comme... Il y en a un qui a le numéro de l'autre. Là. Ouais, parce que c'est vrai. Puis tu sais, à un moment donné, comme quand tu connais une personne, tu commences à moins te forcer, moins te... on se connaît, je vais... Je prends ça en mode cruise control. Il y a quelque chose, il y a comme une espèce de calme qui s'installe. C'est la même chose, j'imagine, pour les 2 gars. Ils se sont connus tellement, il n'y avait pas d'animosité. Tu sais, comme le... Je sais pas, pour moi, c'était pas la même chose. Par exemple, Wilkins, tu jouais gros dans ce combat-là. Là, ouais, puis c'était un gros step-up. Comme c'était entre mon dernier adversaire que j'affrontais à Québec, puis entre Shaquille Flynn, il y avait un gros gap. Là. C'était pas. J'ai pu prendre un combat de in-between que j'aurais pu, mais je savais que j'étais prêt pour lui. Fait que j'ai accepté de prendre ce gros step-up-là. Mais aussi pour revenir à Bazinian, moi j'ai vu le combat, puis je trouvais que Bazinian, c'était pas sa meilleure performance. Je pense que c'était sa pire. Comme je l'ai vu bien meilleur que ça plusieurs fois. Là. C'est vrai qu'il était pas tout là. Il est parti très, très fort. Il a lancé dans le premier round, je pense, dans les 2 premiers rounds, il a dû lancer à peu près 150 coups par round. C'est les jabs, pa. Puis là, à un moment donné, c'était comme, OK, ben là, Shaq qui met tout le temps de la pression, tu le connais. C'est un gars que si tu lances beaucoup puis que tu fais pas attention à tes énergies, les fins de combat ils peuvent être difficiles. Là. D'ailleurs, d'après moi, et à un certain point, là, tu l'as fait mal, si je ne me trompe pas, c'est au 4e. Puis au 6e, tu as vraiment essayé de t'en débarrasser. 7e, tu as essayé de t'en débarrasser. Puis je me suis brûlé. Tu t'es brûlé un peu, C'était peut-être pas le bon timing, là. Non, mais c'est de l'expérience. C'est un beau combat d'expérience. Je sais, mais j'entendais l'arbitre dire comme, you need to show me something. Genre, faut que tu montres quelque chose. Chaque là, je me dis, OK, peut-être qu'il va l'arrêter. Fait que je vais ouvrir la machine. Là, j'ouvre la machine, là, je lance, mais je vois qu'il tombe pas. Là, je fais, oh shit, OK. De l'extérieur, non, mais ça, si je me suis dit, il a peut-être vu quelque chose que je vois pas, mais de l'extérieur, je comprenais pas pourquoi tu mettais autant d'intensité parce qu'il avait l'air vraiment correct, là. Ben, il était ébranlé un peu, mais je pensais vraiment comme j'allais le finir. Je pensais vraiment que j'allais le finir, puis à un moment donné, je réalisais que non, j'allais pas le finir. Puis là, je me suis dit, ça. Comment tu t'es senti à ce moment-là, justement? Ben, comme quand tu ouvres la machine, là, tu j'ouvre la machine, puis là, tu te dis, bon, faut que j'aille jusqu'au bout, parce que si je l'arrête pas, je vais être brûlé. Fait que là, je continue. Là, après ça, j'étais fatigué pour le reste du round. Mais tu sais, il y a aucun moment dans le combat que j'ai paniqué, même quand j'étais fatigué. Parce que je sais comment gérer, même quand je suis fatigué, je sais comment gérer mon combat. Je sais comment me déplacer, accrocher s'il faut, passer en dessous, accrocher. Je sais comment gérer ça. Fait que j'ai jamais paniqué à aucun moment dans le combat. Même à un moment donné, il m'avait pogné, puis c'était full excité, puis tout. Moi, j'ai même pas paniqué une seconde. Je savais comme que. Puis tu l'as trouvé meilleur, moins bon? Que je pensais? Ouais. Je te dirais. Moi, je m'attends toujours au pire. Je vois toujours le plus gros, le meilleur de ce que. Fait que je l'ai trouvé un peu, pas pour lui manquer de respect, mais trouvé un peu moins bon. Que tu t'attendais. Ouais, parce que moi, je m'étais imaginé les scénarios comme les pires scénarios, tu sais. On voit. Fait que tout ce qui est arrivé, j'étais déjà préparé mentalement. Ouais. Est-ce que tu as ressenti une pression plus grande pour ce combat-là que les autres combats? Parce qu'à chaque fois, on se prépare tout le temps comme c'est le prochain combat est tout le temps le combat le plus important de sa carrière. Mais pour vrai, j'ai pas ressenti de temps une grosse pression. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que j'allais perdre. Fait que quand il y a beaucoup de monde qui pense que je vais perdre, on dirait que ça m'enlève une pression. Mais comme si 100% des gens disaient, Wilkins va le battre facilement, très très facile, c'est un combat facile pour lui. Là, j'ai pas le choix de faire ça facile parce que sinon, je parais mal.
Mais là, il y a tellement de monde qui pensait qu'il allait me donner de la difficulté, que j'allais avoir de la misère, tout ça, que je me suis dit, OK, mais le monde doute vraiment de moi, fait que ça m'a enlevé une pression pour de vrai. OK. J'avais juste... Motivation aussi, j'imagine. Ouais, la motivation, ça, c'est sûr. Ouais. Sinon, disons, tu sais, là, on parle de pression, tout ça. Je t'ai déjà entendu dire sur les réseaux sociaux, les gens ils pensent que c'est facile d'être boxeur, tu sais, puis là, la voiture, les montres, les filles, les ci, les ça, tu sais. Mais les gens, ils comprennent pas c'est quoi. Toute la pression qu'on a, l'entraînement, la diète, le combat. C'est lourd sur le corps, tu sais. Surtout quand tu commences un entraînement, t'es frais, t'es motivé, mais quand t'es rendu deep dans le training camp, là t'as faim, t'es en train de dropper le poids. Là, tu commences à avoir la pression qui embarque du combat. Tu commences à penser le soir, tu penses au combat, tu overthink, c'est du stress, c'est beaucoup de sacrifices. C'est ça qui est difficile, ça devient lourd. Pas juste physiquement de s'entraîner, parce que oui, c'est épuisant de s'entraîner physiquement, mais aussi mentalement, ça devient lourd aussi. Ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que dans un camp d'entraînement, il y a des phases. Puis à un certain point, on pousse tellement, on est tellement en mode, tu sais, t'es dans une super condition physique, mais t'es brûlé parce que la charge d'entraînement est tellement intense. Fait que des fois, dans ces moments-là, il faut rester vraiment fort mentalement parce que tu fais des sparring, t'es supposé être dans la meilleure shape ever. Il y a des gars qui arrivent qui sont moins en forme que toi. Puis c'est dur. Là. Des fois, on se fait brasser un peu dans le sparring parce que justement, on est brûlé. Là, mais c'est normal, c'est une phase, il faut juste faire confiance au processus, mais pendant que tu es dedans, si tu es faible mentalement, tu peux vraiment t'écraser. Là. Moi, je le rappelle tout le temps aux athlètes en début de training camp. On dit, OK, la date est là. Souviens-toi, 2-3 semaines avant, là, tu vas capoter. Tu vas me détester, tu vas être brûlé, tout va être difficile parce que dans ton entraînement en conditionnement physique, c'est là que tu vas chercher les entraînements les plus difficiles. Puis dans ton volume de rondes de sparring, c'est là aussi que tu as le plus gros nombre de rondes. Fait que là, tu essaies de jongler avec tout ça. Le corps humain. Tu devrais en parler à Marc. Je pense qu'il a jamais su ça, lui. Il nous donnait de la merde et on était fatigué. Le combat, j'ai trouvé plus facile que mon camp d'entraînement. Mettons, je compare la difficulté de mon camp d'entraînement puis la difficulté de mon combat. Le camp d'entraînement, c'est 10 fois plus. Ça a été tough, hein? T'as souffert, t'as pas pris. On t'a pas ménagé non plus. Là. Moi, j'étais là. Tu roulais à 2-3 gars là, qui switchaient sans cesse, des gars qui mettent de la pression, des gars qui cognent, puis t'arrivais à bien faire avec ces gars. C'est pour ça que moi, j'étais vraiment confiant, puis pour moi, puis encore une fois, je veux aucunement manquer de respect à Shaquille Finn. Là, c'est un excellent boxeur, il y a encore des belles années devant lui, tout ça. Mais quand je te voyais évoluer dans le gym, j'étais comme, pour de vrai, il va avoir un combat easy intéressant, fight, mais il va le battre. Là, J'avais pas le stress que... C'est qui avec qui tu mets les gants que peut-être un petit peu moins connu ou peut-être il y a du monde connu. Avec qui tu mets les gants au Québec puis tu dis OK, ce gars-là, il est vraiment solide. Là. Qui est pas connu encore, genre? Il peut être connu, peu importe. Là, avec qui tu mets les gants puis que je mets souvent les gants avec Moreno, qui est très bon. Très bon. Qui est un peu... fait pas assez parler, je trouve, pour le talent qu'il a. Je pense qu'il... Médaillé de bronze au championnat du monde amateur. Ouais, ça, je pense qu'il mériterait un peu plus de... ça s'en vient. Ça s'en vient sur un momentum en ce moment. Le fait que, tu sais, toi, t'as grandi ici, t'as fait ta boxe amateur ici, fait que, tu sais, tout de suite, t'avais déjà un bassin de fans qui avaient hâte de le voir évoluer. Moreno, il arrive de la France. Et pour de vrai, beaucoup de monde, comme Mehmet, le monde dit qu'il a l'air lent, puis c'est ça, mais pour de vrai, quand t'es dans le ring avec, c'est différent que quand tu le regardes. Quand tu le regardes, tu dis, c'est vrai qu'il a l'air lent, tout ça. Mais il y a un timing un peu comme bizarre. Il est off-beat un peu. Fait que c'est dur à pogner son beat de coup. Fait qu'il est vraiment meilleur que le monde pense. Puis je pense qu'il va causer... Lui, il va causer des surprises. Pour les gens... Déjà, son dernier combat. Là. Pour les gens qui connaissent pas bien Mehmet Unal, c'est vrai que il a l'air vraiment... Tu sais, les premières fois que je l'ai vu faire du sparring... Juste du shadow. Tu le regardes faire son shadow. J'ai dit sparring, je voulais dire shadow. T'as l'impression qu'il est à son 3e cours de boxe, cardio-boxe. C'est spécial, mais... Mais c'est ça, il va en surprendre. Il y a du monde qui vont le sous-estimer, ils vont le voir, ils vont voir ses combats, ils vont dire je peux le pogner, il est lent. Mais quand ils vont entrer dans le ring avec lui, ils vont être surpris, ils vont en surprendre. Il cogne aussi, il est très lourd. Je vais te mettre un peu plus on the spot, par exemple. Là, dans le sens inverse, pas nécessairement un gars que tu as mis les gants, mais quelqu'un, des athlètes que tu connais au Québec, que tu trouves qui sont peut-être surévalués. On va poser la même question dans un autre podcast. Je veux pas me faire d'ennemis dans faire d'ennemis. C'est un petit monde de la boxe au Québec. Mais regarde, tu sais quoi, moi je reprends un peu le principe de ça.
t'es un boxeur intelligent, un boxeur explosif qui a des belles mains. Je sais aussi que t'es un fan puis un nerd de boxe. Là. Depuis que t'es jeune, t'étudies ça, tu regardes les différents styles. C'est qui les boxeurs qui t'ont le plus influencé? Au Québec ou dans tout court? De manière générale. De manière générale, je pense pour de vrai Floyd Mayweather. J'ai beaucoup inspiré de Floyd Mayweather. Ses feintes, son jab au corps, la façon qu'il pique son jab au corps. Beaucoup de choses. Ses contre-attaques, la façon qu'il... Son pull counter. Plein de choses. Sa fin de jab qui fait en crochet. Boum. Je le fais souvent. Beaucoup de trucs de Mayweather que je me suis inspiré. Tu te trompes pas. Hein, ton uppercut, lui, il vient de qui? D'un peu beaucoup de monde différent, ouais. C'est vrai que j'aime beaucoup. Il y a un des uppercuts les plus sneaky, les plus difficiles à voir venir, puis que souvent il est dans les câbles, il se déplace, puis là, à un moment donné, de nulle part, tu penses pas que, de par ta position, que l'uppercut va être capable de sortir, puis tu pognes les gars, là, ça m'impressionne. C'est lancer un uppercut, c'est quand même... Tu peux te faire frapper, exact. Là, tu prends une chance un peu, c'est risky, comme tu dis. Là, t'es vraiment ouvert à la contre-attaque, fait que, oui, ça peut être excellent si tu le places, mais j'ai confiance en ma vitesse. Ça prêt à payer le prix. Ouais, mais j'ai confiance en ma vitesse parce que pour mon poids, je trouve que je suis quand même très rapide. Puis je sais qu'un uppercut, ça part d'en bas, puis c'est sneaky, puis c'est rapide. Puis j'ai le temps de lancer l'uppercut, puis si le coup vient en même temps, j'ai le temps de toucher en premier, puis esquiver le coup après. Me retirer après. Ouais. Mais uppercut, même Mayweather aussi, il fait des bons roulés uppercut, boom, il en faisait bien. Fait encore une fois, ça vient de Puis au Québec, est-ce que tu as eu des inspirations du monde que tu regardais? Vrai, moi, je suis un gars qui m'inspire de tout le monde, même si c'est un gars moins bon que moi. Puis genre, même ça pourrait être un journeyman, mais qui fait une affaire de bien, je vais le prendre, tu sais, genre... Mettons, là, ça, c'est vraiment bizarre, mais mettons Eric Barak, là, il y avait une affaire qu'il faisait bien quand il était corps à corps, là. Il lançait, il doublait la arrière comme crochet au corps, puis il doublait avec l'uppercut, bam, bam. Ça, c'est une affaire que quand j'étais petit, je voyais, puis je pratiquais sur le sac. Même si Eric Barak, c'est pas un super boxeur, là. Mais tu sais, c'est des petites affaires de même que je peux prendre de tout le monde. Je savais même pas que tu avais connu Eric Barak. Ben, lui. Ouais, je t'ai dit, c'est. Ouais, mais c'est le gars. Longtemps, ouais. Tu sais, Butler, sa main droite, comment il la tourne bien, tu sais, comment il tourne bien sa main droite. Genre des petits trucs que je peux prendre un peu de tout le monde, Même si c'est pas les meilleurs boxeurs du monde, juste ils font un aspect super bien, comme le prendre Jean-Pascal. Ce que j'ai pris de lui, c'est le catch, puis revenir avec le crochet de gauche. Tu sais, mettons, il est dans les cordes, puis là, il va prendre le crochet droit, puis il va tout de suite revenir avec le crochet de gauche, boum, en penchant sa tête. Il est surprenant, puis tu sais, je me suis inspiré de ça aussi. Fait que des petits trucs d'un peu de tout le monde, ouais. J'ai pas une personne en particulier, mais je prends un peu de tout le monde. Puis là, j'en parle un petit peu depuis tantôt. Je dis, ça fait longtemps que t'es dans la boxe, mais t'as grandi avec un grand frère qui était boxeur aussi. Ouais, un grand frère était boxeur, ouais, exact. Est-ce que tu t'es inspiré de lui un petit peu à travers tout ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues de lui? Pas dans le niveau boxe, parce qu'on a un style vraiment différent. Ouais. Mais niveau tout ce qui entoure la boxe, ça oui. Même de la vie en général, je me suis beaucoup inspiré de lui. Vraiment beaucoup inspiré de lui. Mais niveau boxe, c'est vraiment. Lui, mon frère était vraiment plus comme. Il y avait un style très particulier, genre que tu retrouves pas nulle part. Très instinctif. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire par. Tu t'inspires beaucoup de lui, là? Parce que si c'est le cas, tu vas prendre ta retraite à 22 ans, là. Non, mais juste juste dans la vie, la façon de penser, la façon d'agir avec les gens, la façon de parler, la façon de se comporter. C'est un bon modèle pour toi. Très bon modèle. T'sais, la raison pourquoi je bois pas, j'ai pas de mauvais vices, c'est à cause de mon grand frère qui était un bon exemple pour moi. T'sais. Nice. Ouais. Puis, Antonin, il disait ça, là, tu vas te retirer rapidement parce que ton frère, lui, il a fait ça. Il était boxeur. Mais c'est pas prévu. Mais parle-nous un peu de ça. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont allées. Moi, j'ai quand même une bonne idée, mais les fans, en général, ne le savent pas. Puis on a eu quelques personnes qui nous ont posé des questions. On offre toujours on parle de ça va être qui notre prochain invité, puis les gens nous posent des questions par rapport à ça. Puis il y a quelques personnes qui nous ont écrit ça. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ton frère, pourquoi il a décidé de prendre sa retraite. Ben, en fait, il y a eu la COVID, fait qu'il n'y avait plus rien qui se passait pendant un petit bout. Pendant un an, il n'y avait pas rien qui se passait. Fait que lui, il était parti au Mexique, s'entraînait même au Mexique un peu, il a voyagé. Il a fait des investissements. Lui, il était vraiment en crypto, il connaissait ça. Tu sais, bourse de combat, il a tout mis ça de côté, puis il a investi dans la crypto un bon montant. Il a fait x10. Là, il s'est ramassé avec un bon montant d'argent. Il continue à voyager un peu à travers le monde. Il était en Thaïlande. Puis là, quand la boxe commençait à revenir, mais c'est comme des combats, des galas à huis clos, il était pas intéressé à revenir au Québec, genre, en faire des camps d'entraînement, mais se battre à huis clos, comme il y avait rien qui l'intéressait, tu sais, avec le mode de vie qu'il avait. Il avait la tête ailleurs. Il avait vraiment la tête ailleurs. Puis là,
à un moment donné, quand la boxe est revenue vraiment au complet à 100% avec les foules, tout ça, ben là, ça faisait déjà comme 2 ans qu'il était inactif. Il avait pris du poids, puis tout. Puis là, il y avait comme des buts. Comme ses buts de vie ont juste changé. Ouais, je comprends. La COVID a fait en sorte que ses objectifs de vie ont juste changé. Au début, c'était la boxe, c'était le champion du monde, tout ça. Après ça, son but, c'était juste de passer des business, devenir multimillionnaire. Tout ça. Fait que c'est juste, sa vision a changé. Fait qu'il il avait sûrement pas le même amour de la boxe que toi. Non. Il a jamais vraiment aimé la boxe, Lexon. Il le faisait parce que ça faisait partie de sa vie, c'est la discipline. Il commençait ça, il était bon, il avait ça là-dedans. Mais il enjoyait pas vraiment ça. Mon frère, il regarde pas la boxe. Il regarde la boxe, il connaît aucun boxeur. Tu lui parles de boxe, il comprend comme. Mais ça, c'est quand même assez. Bizarrement, c'est quand même assez fréquent dans le monde de la boxe. Il y a plein de champions du monde que tu leur parles de boxeurs, ils ont aucune idée. Moi, quand j'ai vu qu'il haïssait vraiment la boxe, quand je regardais. Comme il s'intéressait zéro. On regarde Haney Garcia. Lui, il se promène dans la cuisine. Moi, je regarde ça de même. Puis là, tu vois Haney se faire dropper. Fait que c'est quand même une grosse surprise. Ouais, hein. quand même. Mon frère, aucune réaction. Il voit ça, il s'en va se coucher après. Même pas un petit intérêt. Là, il s'en foutait. Là. Ouais, mais ça, il était déjà à la retraite depuis longtemps. Ouais, il a arrêté depuis longtemps, mais tu sais. Ouais. Mais tu viens d'une famille, justement, là, ton frère qui a été boxeur, ton père était dans les arts martiaux aussi. Je pense qu'il a fait du karaté, c'est ça? Ouais, champion du monde. Il faisait de la boxe aussi, ton père. Il a fait de la boxe aussi amateur. Moi, quand j'ai commencé à boxer, ton père était dans le gym. Oui, mais il était champion du monde de karaté. Ouais. 3 fois champion du monde karaté. Puis c'est là que son timing il est arrivé. Il a boxé aussi un peu amateur. Fait peut-être une vingtaine de combats. Puis ouais. Fait que la boxe, ça coule dans Ouais, c'est dans la famille. Là, genre, dans notre sous-sol, on avait un sac de boxe, on avait des équipements de boxe. Tout. Puis t'as un autre frère aussi. Est-ce qu'il a déjà boxé? Ouais, Kensley, lui du milieu, il a boxé. Il était très bon aussi, très très bon. Mais lui aussi, il aimait pas la boxe. Genre, lui aussi, comme il s'est tanné assez vite. Mais il avait un talent comme autant talentueux que moi. Kensley, là, il était vraiment bon. C'est pas un sport facile, là, clairement. Là, tu mentionnes, là, tes 2 grands frères auraient pu certainement faire quelque chose dans le monde de la boxe. Puis ils ont eu la chance jusqu'à un certain point d'avoir d'autres opportunités. Là, mais c'est fou. Ouais. Mais tu sais, à partir du moment où t'as plus la flamme, prendre des coups sur la tête, quand t'as de l'argent de côté, c'est ça. Est-ce que ça vaut la peine? Oublie l'argent si t'as pas la passion, si t'es pas prêt. Parce qu'à partir du moment que tu sais, un combat de boxe, un championnat du monde, c'est 12 rounds. C'est tellement long. Si t'as pas vraiment, réellement, si c'est pas viscéral dans de toi que tu veux gagner ce combat-là, à moins. Il y en a qui voient ça vraiment comme une job. Je te donne un exemple. Beterbiev, il aime pas la boxe. Ouais, mais il y a quelque chose dans lui, pareil. Ouais, là, il veut être le meilleur. Il veut être le meilleur, ça, c'est sûr. Ouais. Mais il aime pas ça. Il le voit comme un travail. Il dit c'est mon travail. Moi, j'arrive à la maison, plus de boxe. Tu sais, comme là, je vais voir ma famille, je vais aller prendre le thé avec des amis, c'est ça. Mais tu sais, il veut rien savoir de la boxe à l'extérieur du monde de la boxe. Mais donc, lui, c'est vraiment un travail. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Là, surtout à son niveau, là, undisputed, c'est fou. Ouais, mais c'est que, à un moment donné, quand il y a des millions, ça te redonne une motivation d'aimer ça. Là, ouais, mais bizarrement, c'est ça que je me répète, c'est un sport spécial. Là, tu peux ne pas. Mettons que tu as tellement de talent au hockey, t'aimes pas vraiment ça, ça devient un job, mais en boxe, ça, tu vas tellement payer le prix. Puis l'entraînement est tellement tough. Passer un camp d'entraînement, là, tu viens d'en faire un. De se préparer pour un gros combat de 10-12 rounds, les sacrifices que tu dois être faits, qui doivent être faits plutôt, juste pour l'argent. Là, 100%, mais je t'offre 4 millions pour un 12 rounds. Oui, 100%. Non, oui, c'est pas oui, c'est comme, ouais, moi aussi. oui, absolument, mais j'aime ça, moi. OK, hey, Wilkins, on va faire un petit jeu ensemble. Ouais. OK, pour apprendre à te connaître un petit peu. Je vais te donner 2 affirmations. T'en choisis une des 2. OK? On va appeler ça un round avec Wilkins Mathieu. T'es prêt? Ouais. Est-ce que t'aimes mieux un combat à guichet fermé au Centre Bell ou une victoire expéditive à Las Vegas? Centre Vidéotron pour Will. Ouais. Excuse-moi. Centre Vidéotron. Dans les 2 cas, je suis la finale. Ouais. Mettons, la finale. OK. Puis la finale, puis c'est la même envergure. Un gros combat au Centre Vidéotron ou un gros combat à Vegas? Bonne question. Bon, ça. Ben, au Centre Vidéotron, là. C'est sûr que je vais avoir la foule derrière moi. Parce que Vegas, c'est une autre affaire. C'est 2 choses complètement différentes. Mais je pense que les 2 sont autant. Les 2, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'excitant dans les 2, mais tu sais, remplir ton monde chez toi ou remplir un aréna au State. Ouais, mais j'aime mieux chez nous, je vais dire ça. Ouais. Nice. All right. Être dans le coin de Beterbiev pour un combat de championnat ou avoir Mike Tyson comme mentor pendant une semaine? Avoir Mike Tyson, mentor.
Ah ouais. Je pense que je changerais rien dans le coin de Bétaville. Puis, OK. Gagner un combat par un chaos spectaculaire ou gagner un combat par une décision dans un combat style de guerre qui pourrait être le combat de l'année. Un knockout spectaculaire. Parce que, tu sais, oui, c'est le fun de faire des guerres, mais après ça, ton cerveau, il aime pas ça. ah ouais, t'as mal à la tête. T'as mal à la tête. Le lendemain, c'est Ah, hey, Christian Billy, là, je suis persuadé là, que Ah ouais. tu sais, c'est le genre de combat que tu veux pas en faire 20 guerres Non, comme c'est ça. ça. Sur des combats Non, contre le exact. San Martinez, là, c'est éprouvant. Là. Il dirait la même chose. Là. Tu peux. Il y a beaucoup de reportages là-dessus. Là. Gatti Ward, là, tu sais, on en a parlé régulièrement, là, mais les gars, ils disaient tu sais, comme ça les a éprouvés pendant des années. Puis même encore à ce jour, Mickey Ward, tu sais, il a mal partout. Là. Hey, quand tu pars de l'amphithéâtre en ambulance avec ton adversaire, là, tu sais que ça a été un combat non, assez exact. intense. OK, maintenant, parlant de combat ou de ronde intense, sparrer 3 rounds avec David Lemieux dans ses plus belles années ou avec Jean-Pascal à son prime? Jean-Pascal. Je pense que Jean-Pascal... j'aurais plus appris d'un sparring Jean-Pascal qu'avec David, je pense. OK. Une journée de triche au restaurant après ton combat ou une journée de repos total au spa pendant une journée off de training camp? Qu'est-ce qui est le plus satisfaisant? Et c'est plus satisfaisant, la nourriture. La nourriture. Ouais. Surtout après avoir coupé le poids, là, Ouais. c'est l'enfer. Ouais. Mais il faut que ce soit pas trop longtemps après la fameuse pesée parce qu'éventuellement, on s'habitue. On s'habitue, comme là, je suis déjà rendu habitué. Là. Je suis un peu déçu parce qu'avant la pesée, avant la pesée, t'es comme je vais manger ça après le combat, je vais manger ci, ça. Puis quand t'es rendu à le faire, t'es comme bon, mon trip est passé. Là, Ouais, exact. La plupart des boxeurs qui sont en coupe de poids, leur feed Instagram change. Ouais. Tu sais, là, c'est toute la nourriture. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. pas pire. C'est vraiment ça. Ça paraît que j'ai pas eu à couper de poids, mais j'ai pas vu de bouffe depuis longtemps sur mon feed Ah, Instagram. moi, c'est vraiment juste ça avant le combat. Puis je regarde. C'est quoi que tu vois le plus? C'est-tu les pâtes, c'est-tu les steaks, c'est-tu la C'est des affaires de burgers. Moi, c'est des affaires de burgers qui, genre, aux États-Unis, du monde qui mange des burgers. Ils débordent ça. Ça fait que toi, t'es un gars de burger. J'aime les burgers, ouais, j'aime les burgers. Mais ça tombe juste que c'est des burgers qui apparaissent, là, mais. Mais mettons, ta journée de triche, toi, ça ressemble à quoi? Moi, j'aime vraiment la bouffe. J'aime tout. Genre, il n'y a pas une affaire, je pourrais dire, en particulier plus qu'un autre. J'aime vraiment beaucoup de choses différentes. Mais oui, j'aime les burgers, on va dire, vite de même. Là. Si Wilkins aime les burgers puis c'est juste des burgers sur son feed, on devrait sortir ton feed, Sam, voir qu'est-ce que t'aimes. Moi, c'est juste du steak, man. Ah ouais, Ok, c'est de la bouffe. Ah ouais, moi, c'est juste du steak barbecue. Ah ouais, c'est incroyable. Le monde, il capote à chaque fois. Une fois de temps en temps, tu vois un peu de boxe. Genre un clip de boxe. Tout le reste, c'est du steak, c'est les tomahawks. C'est assez impressionnant. On revient à ça. Dans mon round avec Wilkins Mathieu. T'affronter toi-même il y a 5 ans ou t'affronter toi-même dans 5 ans? M'affronter dans 5 ans. Il y avait 15 ans. J'avais 15 ans, c'est ça. Ah ouais, mais là... Ouais. Tu sais, ouais. Dans 5 ans, ouais, voir l'évolution, c'est sûr. C'est moins dangereux d'affronter il y a 5 ans. Ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est pas plus facile. Là. Ouais, c'est sûr, Tu me mais. donnerais une bonne leçon. Là. Ouais, ce serait pas juste. C'est bon. Si tu pouvais monter dans le ring pour un combat de rêve là, contre n'importe quel boxeur, autant du passé que présent, là, Ouais. avec qui tu aimerais monter dans le ring? Mayweather. Mayweather? Ouais, juste pour voir pourquoi il a été invaincu, genre, pour qu'est-ce qu'il fait si bon, sa défense. Je pense que j'apprendrais énormément en montant dans le ring avec lui. OK. Ouais. Même si c'est pas le même poids. Puis là. dans ton poids, mettons, ça, si on y va plus. Dans mon poids. Roy Jones. Ouais. Roy Jones Prime, là, Ouais, était, Roy Jones Prime, il était imbattable. Mais Roy Jones, le problème avec lui, oui, il était très rapide, mais sa défense, il n'y a pas une super bonne défense. Il se mettait droit dans les cordes. Ouais, mais Les- il était intouchable pareil. c'était la vitesse. C'est la vitesse, c'est distance. ça. Mais tu sais, une fois que tu réussis à. Tu sais, mettons, tu réussis à passer cette étape-là, qu'il est athlétique, il est rapide, il est super fort, vite, tout ça. Mais sa défense, moi, je suis jamais trippé sur sa défense, comme les mains de même, droit comme une barre dans les cordes. Mais ça, il l'a fait plus en fin de carrière. Ouais. En début de carrière, c'était beaucoup... il gérait sa distance. Quand les gars, ils voulaient fermer la distance, il explosait. tu sais. Ouais, explosé, ouais. Mais à partir du moment où il a commencé à perdre de la vitesse, Ouais, c'est ça. c'est là où il a commencé à être plus C'est vulnérable. comme Mike Tyson. Puis C'est- là, la défense était... Quand ton main attribut, c'est ta vitesse, ton explosivité, puis c'est la première chose que tu perds avec l'âge. Ça fait des courtes carrières. Là. C'est ça. Fait que Mike Tyson, c'est la même chose. Il était très vite, très explosif.
Quand il commence à perdre ça, c'est plus la même personne. Ouais, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'être un étudiant du noble art. Si tu fais juste te fier sur les qualités que tu as, physiques, les attributs physiques. Ouais, mais tu vas avec tes qualités, tes Oui, mais en même temps, si il y a des gars qui sont pas gifted, là, ils ont rien d'extraordinaire, mais ils sont tellement intelligents qu'ils se rendent hyper loin. Oui, Puis, mais pas loin comme Roy Jones a pu se rendre. Là. Mais André Ward, il était bon dans un paquet d'affaires. Là, il était, mais c'est très complet, mais il n'y avait rien qui ressortait. C'était pas un gros cogneur, c'était pas le gars le plus vite, c'était pas le gars le plus fort, mais il faisait tout bien, puis il arrivait à gérer des situations. Ouais, c'est une bonne exemple. C'est pour ça, mais c'est un étudiant. Moi, je pense qu'on sous-estime à quel point il était bon dans tout, par contre. Là. Il faisait pas juste tout bien, il faisait tout très bien. Là. Tout très bien, mais il y avait... Médaille d'or aux Jeux olympiques, champion unifié à 168, à un moment donné. Là, mais quand tu regardes Andrew Ward, t'es pas comme « Wow, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait. » Non, c'est beaucoup d'accroches. Puis c'est pas une si grosse claque, t'as raison. Exactement. C'est comme, mais au niveau de la gestion, le contrôle de la distance, au niveau de la défensive, capable de boxer de l'extérieur, de l'intérieur, capable d'être droitier, gaucher. Je pensais que dans le temps, là, je sais pas si tu te rappelles, mais je pensais qu'Andrew Darrell allait le battre. Là. Il était tellement vite, Darrell. Il était plus impressionnant. Il était flashy. Puis on l'a vu dans le Super 8. Quand il y a eu le Super 8, là, tu sais, là, à un moment donné, c'était rendu Carl Froch contre André Ward. Le combat commence, puis ça brasse un petit peu. Puis là, ben, Ward, il s'est rendu compte qu'à l'intérieur, il était en sécurité. Il a été capable de s'adapter, tu sais, mais rester au bout de la main arrière de Froch, c'était dangereux, tu sais. Ouais. Puis il est arrivé à le battre. Puis d'un autre côté, tu as eu Darrell qui, malheureusement, il s'est fait arrêter par c'est Abraham qui a été disqualifié. Ouais. Puis après ça, il n'a jamais été capable de revenir. Il avait perdu contre Froch, non, en Angleterre. Qui c'est Darrell? Ouais. Non, je pense pas, non. Je pense pas. Faudrait vérifier. Faudrait vérifier, mais de mémoire, ce qui avait arrêté, là, Darrell, il s'était fait mettre KO par Abraham. Ouais. Puis, il s'en est jamais vraiment remis après ça. Je pense qu'il c'est pas en fait dans quelque chose qu'il a faké un peu pour avoir la disqualification. Parce qu'il a reçu un coup, puis par après, il s'est comme couché par terre. Mais après ça, il s'est mis à pleurer, puis il s'est mis à être à acter vraiment bizarre. Ouais. Puis ça c'est des symptômes, des signes et symptômes de commotion. Okay. Des fois, tu vois des gars qui sont super gênés, puis là, après le combat, ils reçoivent le micro, puis là, ils parlent, puis t'es comme, OK, toi, t'as peut-être reçu un petit peu trop de coups. Mais voilà. Donc, l'importance d'étudier comme il faut les boxeurs. From Montreal, Québec, Canada. On va passer à un prochain segment. Un segment où on aime bien débattre de différents trucs. Toi, tu utilises bien les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, tu t'en sers à différentes sources, mais surtout pour que les gens apprennent à te connaître puis montrer qu'est-ce que tu fais et tout ça. Puis, on dit souvent, la job d'un promoteur, c'est de promouvoir les boxeurs puis de faire vendre des billets. Là, ben, les promoteurs, eux autres, ils disent, ben, nous, notre job, c'est de mettre en place une plateforme, puis après ça, c'est aux boxeurs de se vendre, puis de vendre des billets. Ouais. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est la job du promoteur de vendre le boxeur ou c'est la job du boxeur de se vendre? Boxeur de se vendre. Le promoteur, c'est de vendre son event. Le promoteur, sa job, c'est de vendre son événement. Oui, un peu vendre son boxeur. Lui donner accès à justement des plateformes justement pour aller dans les entrevues, aller dans certaines places. Mais après ça, le reste, c'est le boxeur. T'es ton propre boss. T'es travailleur autonome. C'est à toi de build ton nom. Puis dans le sport professionnel, maintenant, on dit que même, peu importe les sports, là, c'est tout leur propre brand. Là. Les gars doivent... sur le même show, il va y avoir un gars que tout le monde veut voir, puis il y a d'autres mondes qui passent inaperçus. Là, puis c'est pas juste les réseaux sociaux, évidemment. Il y a plein d'autres choses qui font les accomplissements, puis le background amateur, la personnalité des gars, mais les réseaux sociaux, maintenant, on peut pas... j'ai vu la différence depuis que je commençais les réseaux. Je me fais beaucoup plus reconnaître par des jeunes. D'habitude, la boxe, c'est des gens de 40 ans et plus, regarde ça au Québec. Là. C'est plus des personnes comme plus vieilles. Mais depuis c'est cher quand même les billets. Là. Ouais. Depuis que je commençais les réseaux sociaux, je me dis, je marche
dans la rue, me faire connaître tous les jours par des jeunes. Hey, Wilkins Mathieu. Puis à Québec surtout, c'est fou, mais c'est vraiment à cause des réseaux sociaux, les jeunes qui commencent à plus me voir sur TikTok et tout ça. Même qu'il y a du monde qui me connaissent plus en tant que TikToker qu'en tant que boxeur. Ça m'est arrivé. Ouais. Puis dirais-tu que ton fanbase il est plus à Québec qu'à Montréal? Non, pour le vrai, non. C'est à Montréal. J'en ai beaucoup aussi à Montréal. Me faire connaître à Montréal beaucoup. Ouais. Genre, je penserais que c'est. Parce que Québec, c'est plus petit. C'est sûr que c'est plus petit. Fait qu'il y a, comme, mettons, en pourcentage, il y a plus de monde qui me connaissent en Québec, mais il y a beaucoup de monde qui connaît à Montréal aussi. Là. Me faire connaître un peu partout ce que je vais, pour le vrai. Puis, est-ce que tu trouves que ça peut nuire des fois aux boxeurs? Tu sais, parce que là, les boxeurs, ils veulent tellement vendre des billets puis être présents que maintenant, on voit dans le gym là, tout le temps là, les gars, hey, fais une vidéo de moi où les gars, ils ont même pas fini leur entraînement puis ils sont déjà en train de... Ouais. Ça peut nuire, mais en même temps, c'est ça qui te fait gagner de l'argent. Fait que, le but de la boxe, oui, c'est d'être à ton meilleur, mais aussi, il faut quand même que tu monétises le plus possible ta carrière. Fait que, oui, ça peut nuire, ça peut enlever un peu de focus. Ça, c'est vrai, c'est comme je ne vais pas le nier, c'est vrai que ça nuire un petit peu, là, pas grand-chose, ça peut nuire un petit peu, mais pour que ça t'apporte en plus, je pense que ça vaut la peine. On dirait que c'est fou parce que j'ai pris ma retraite il y a 10 ans, puis on dirait que c'est complètement deux époques. Là. Ouais. Moi, quand je boxais, on n'avait même pas. Marc, il nous laissait pas amener notre téléphone dans le gym. Il fallait le laisser dans le locker. Là. Il voulait rien savoir. Puis il n'y avait pas de. Il y avait des réseaux sociaux, mais il n'y avait pas, il y avait pas des stories, puis tout le monde qui parle sur le téléphone, ça n'existait pas. Là. Fait qu'il voulait juste pas qu'on ait message texte, il voulait pas que notre téléphone sonne pendant qu'on s'entraînait. Maintenant, ça serait comme... Juste le dire, c'est bizarre, là, parce que justement, les gars veulent se vendre, veulent faire la promotion, il y a toujours quelqu'un qui les filme. Il faut juste être capable de dealer avec ça. Je pense que on peut pas nier que c'est important. Là, les élections présidentielles se gagnent avec les réseaux sociaux. TikTok, on est rendu à une autre époque. On peut pas le tasser. Ça ferait trop mal de pas l'utiliser. Mais il faut quand même garder que ça peut être dangereux. Là, ça prend un bon focus. Celui qui est parti de la mode, je dirais que c'est Ryan Garcia. Ryan Garcia qui est devenu multimillionnaire avant d'être champion du monde. Il y a eu un deal de 12 millions avec Gatorade. Il avait comme 21 ans. Puis il était comme peut-être 15-0 professionnel là, à cause des réseaux sociaux. C'est lui qui est parti de la mode. Puis après ça, le monde commence à suivre. Après ça, les polls sont arrivés aussi dans le monde de la boxe. On a eu cette conversation-là récemment. Là, pendant que tu es là, je te le pose. Comment tu penses, comment tu vois ça, les TikTokers puis les influenceurs qui font de la boxe? Au début, j'ai haté là-dessus. Après ça, j'ai juste dit, regarde, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils font de l'argent. Ils réussissent dans ce qu'ils font. Puis, tu sais, Jake Paul, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que être promoteur, être boxeur, être YouTuber, tout gérer ça en même temps, c'est beaucoup. Puis, il est capable de tout gérer ça. Puis, tout ce qu'il fait, il le fait comme à 100%, il le fait bien. Fait que dans ce qu'il fait, genre dans la promotion, en tant que boxeur, il réussit tout bien, puis wow, c'est impressionnant. T'sais, moi, juste d'être boxeur, je trouve que c'est gros. Lui, il est boxeur, plus ci, plus ça, plus ci, puis genre, il y a des business à gérer, puis tout. Il offre des belles plateformes aussi pour les autres. Là, ben oui, tu sais, on prend l'exemple Layla qui sont plus gros combats, j'imagine le plus payant en carrière de loin, à cause que Jake Paul... Si je me trompe pas, là, puis là, je pense pas que je vais faire une erreur, mais je pense que ça va devenir... la fille qui va toucher la meilleure bourse de l'histoire du Canada. Avec ce combat-là, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est quand même quelque chose, là, tu sais. Ce serait pas le cas si Jake Paul n'était pas en boxe. Puis il a donné les plateformes... j'ai donné le plateforme à beaucoup de monde, faire leur plus grosse bourse à beaucoup de monde. Fait qu'il a beaucoup aidé. Puis pour de vrai, il prend ça... Tu sais, il fait des gros training camps, il prend ça au très sérieux comme... Je trouve qu'il fait ce qu'il a à faire, là, pour de vrai. Tu peux pas hate sur lui. Je suis un peu du coq à l'âne, mais... Son combat contre Gervonta Davis est cancellé. J'ai vu là, qu'il va possiblement boxer contre Anthony Joshua. J'espère pour lui que... Mike Coppinger a sorti ça il n'y a pas longtemps. Ça a été repris par The Ring. Généralement, une source super fiable. Ouais. On parle de décembre pour ce combat-là. C'est fou pareil. Ah, mais là, ça... Tu passes d'un gars de 130 livres à un gars de 260 livres. Et un athlète incroyable, là, ça va être vraiment un combat compliqué. Là, ben, compliqué, ça. Pour le vrai, tu sais, Jake Paul, d'habitude, il fait attention, il choisit bien ses combats. Tyson était vieux, tu sais. Mais là, je comprends pas pourquoi il a pris ce combat-là. Comme, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Pense-tu vraiment qu'il va battre? Il va se faire détruire, là. Ça va être dangereux. Là. Il va se faire marquer qu'un jab. Écoute, là... Ben oui, arrête, là. non, mais... probablement qu'ils vont dire, OK, on fait les 18-11. Là. J'ai vu aujourd'hui, par justement de Ring, une grosse affaire fiable, que ça va être un vrai combat. Ah ouais, ouais.
Là, Gervonta Davis avait quand même des chances à 135 livres. Anthony Joshua va le tuer. Là. Écoute, on va voir. Je pense que Ngannou aurait battu Jake Paul. Ben oui, c'est sûr, il l'aurait knocké. Puis on sait ce qui est arrivé à Ngannou contre Anthony Joshua. Et Jake Paul, il est surprenant. Ouais, mais c'est un. OK, c'est pas un Olympien. Là, Anthony Joshua est allé aux Olympiques, il a été champion du monde, tout ça. Là, c'est vraiment... la médaille d'or. C'est vraiment impressionnant. Là. Ouais, il l'a un peu volé, sa médaille d'or. Là, mais, il l'a gagné pareil. Oui. Mais toujours est-il que Jake Paul, jusqu'à présent, il n'a pas vraiment fait de mauvais choix. Ouais. Il a tout le temps bougé ses pions comme il faut. Est-ce qu'il a besoin d'argent tant que ça? Ben non, c'est sûr il n'a pas besoin d'argent tant que ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il aurait pris Anthony Joshua comme ça? Je sais pas. Je me dis qu'il y a peut-être une entente. Il y a quelque chose qu'on ne note pas avant le 6. C'est bizarre. À suivre. Est-ce que c'est juste du blablabla? Écoute, si ça se passe, là, kudos à Jake Paul, tout mon respect parce que c'est une grosse commande. On ne pourra pas dire qu'il a choisi ses adversaires. Non, il est fou, mais il est fou ce gars-là. je dirais ça pour lui, comme je trouve ça fort ce qu'il fait, comme tout ce qu'il gère en même temps, là, vraiment. Là. En tant qu'entrepreneur aussi, c'est un bon entrepreneur, un bon gars marketing, il est intelligent, il sait ce qu'il fait. Il est bon. Moi, je suis pas mal comme toi aussi. Au début, quand ça a commencé, puis moi, j'étais à son premier combat de boxe qu'il a fait, j'étais là. Arthur Biaslanov, il boxait. C'était contre un autre YouTuber, là. Ouais, ça avait même pas duré un round, là. Il l'avait décalvincé, comme on dit en bon français. Et puis au début, j'étais comme, c'est quoi ces affaires de YouTube, là? Puis il y avait plein... Quand il arrivait, là, il y avait plein de monde qui le suivait partout. La salle était remplie, puis c'était tout du monde qui avait des suits de Jake Paul. Là. C'était une espèce d'habit de prisonnier orange, là, puis tout le monde portait ça là, dans la salle. Puis j'étais comme, voyons donc, man, qu'il apporte autant de monde que ça. Là. C'est vraiment faramineux. Autour de lui, c'est sûr. En plus, moi, je trouve pas qu'il y a tant de talent que ça. Comme il est pas très talentueux dans la boxe, là. Comme je le trouve pas athlétique, il n'y a pas de vitesse, il est lent, tout ça. Mais je pense que qu'est-ce qui l'a rendu que là, c'est qu'il travaille très, très, très fort. Mais c'est pas un gars naturel. Tu vois ça que c'est pas un gars naturel. Il l'a pas naturellement. C'est quand même 5 ans qu'il boxe, ça. Il y a du monde qui en 5 ans sont bien meilleurs que ça. Ben, peut-être. Mais il n'y a personne qui s'est rendu là en 5 ans. Non, c'est ça, parce qu'il travaille très, très fort. Puis il y a les moyens pour travailler fort comme ça. Là, maintenant, il habite à Porto Rico. Il a son gym. Il fait venir ses entraîneurs. Il y a les plateformes aussi, là, dans le sens qu'il a choisi les bons adversaires au bon moment qui ont donné un certain hype. Mais si jamais il se bat contre Anthony Joshua, ben, je vais devoir retirer ce que j'ai dit sur ses choix d'adversaires. On va passer à l'actualité un petit peu parce que ce soir, il y a un gros show de boxe. Une autre présentation de Eye of the Tiger. Steven Butler va se battre contre Stéphane Funjo. Comment vous voyez ça, les boys? Ben, je vais te laisser répondre. Honnêtement, connais-tu bien les deux? Je savais même pas c'était qui Funjo. OK, c'est moi non plus. Je savais même pas c'était qui Funjo avant qu'il annonce le combat. Je l'ai jamais vu dans les classements au Canada, rien. Je sais pas c'est qui. Que je vais aller avec Butler pendant la carte, mais je sais pas c'est qui. OK. Mais quand on m'a parlé de Funjo, je savais pas non plus c'était qui. Là, j'étais un peu surpris. Là, après ça, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé un peu ses combats. Je sais qu'il a mis les gants avec plusieurs de tes gars. Fait que ça m'a donné un peu une idée. C'est quand même un combat compliqué de ce que je comprends. Là, il est très athlétique, il est grand, il a une bonne force de frappe. Mais comme tu parlais de la main droite de Steven Butler, à un moment donné, je suis pas mal sûr que Steven va être capable de le toucher, de lui faire mal. Je pense qu'il est propice un peu à ça. Mais encore une fois, là, Steven, là, je pense que s'il y a bien un gars depuis le début de sa carrière qui est toujours confronté à de l'adversité, puis qui revient, puis il en échappe une fois de temps en temps, mais on peut pas y reprocher de toujours show up. Là. C'est un gars qui a énormément de courage, puis toute une force de frappe. Il cogne très fort. Moi, j'espère beaucoup de monde. Oui, Steven, il y a beaucoup, beaucoup de défauts dans sa boxe, mais je peux pas y enlever que c'est lui qui cogne le plus de tous les gars que j'ai sparé. Ah ouais. Plus que Moreno, plus que tout le monde. Ah ouais. Tu sens vraiment son point, ses jointures, tu les sens très fort. Là. Donc, il frappe sur le bras, là, tu le sens vraiment fort. Là. Ah, il cogne. Donc, moi aussi, quand on m'a demandé la question sur Punching Grace, il me demandait là, comment je voyais ça.
ça peut être un combat compliqué un peu pour Butler parce que Funjo, il est grand, athlétique, il est capable de se déplacer, de se donner des angles. Mais il y a 15 combats, il y a 14-1. Puis il n'a jamais affronté quelqu'un proche du niveau de Butler. Ouais. Fait que si Butler connecte, il peut fermer les lumières. Mais Funjo peut lui donner du fil à retordre là, pendant quelques rondes là, avec des angles. Tu l'as vu, toi, dans le sparring. Est-ce qu'il cogne vraiment dur, Funjo? Une bonne petite droite. Petite droite. Je te dirais que si la place comme il faut, il est capable de fermer des lumières, mais en même temps, il faut que tu sois game d'aller la placer aussi avec Butler. On en a vu d'autres. Il est capable quand même de dealer avec ça. En demi-finale, il y a un combat, moi, qui m'intéresse particulièrement. C'est sûr parce que, bon, c'est un gars que j'entraîne, mais John Orobio, il va se battre contre Xolisani. Là, je sais pas comment prononcer son nom de famille, là, mais c'est Dojeni, quelque chose comme ça. Un Sud-Africain de 33 victoires, 7 défaites. Il s'est battu contre... J'ai déjà vu se battre contre Haney sur Showbox. Haney, Barbosa Jr. Il s'est battu contre plusieurs bons boxeurs, là, tu sais, puis... Ça dure assez longtemps, habituellement, là. Ouais. Généralement, là, tu sais, c'est... son dernier combat, il s'est fait arrêter au 9e round contre un Olympien, un ancien top mondial en boxe amateur qui est genre... Il est comme 8 victoires, 7 par knockout, là, tu sais, ça fait que... C'est un vrai cogneur. Ouais, un vrai cogneur, une machine, mais le combat d'avant, par exemple, l'adversaire d'Orobio avait surpris Nestor Bravo, un Portoricain, à Porto Rico. Le gars, il était 23-0, puis il a perdu le combat, là, tu sais. Alors, je pense qu'ici, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. Ça va être bon, mais John... on a vraiment confiance en lui. Là. On a une grosse équipe, belle relève, mais je pense que John Orobio fait vraiment partie des tops dans les nouveaux. Là. Ceux qui ne sont pas encore vraiment connus au Québec, mais qui ont tellement de potentiel. Tu parlais de que Moreno, tu trouves qu'il n'y a pas assez de hype autour de lui. Ça va prendre un certain temps. Il y a tellement de potentiel, tellement de talent. Mais je pense que John, c'est un peu dans le même genre de talent. Là. Ouais, lui, il est très bon aussi. Puis il fait tout bien comme... Moi, avant, je pensais que c'était juste un gars qui avançait, mais je l'ai vu en ce moment, il est capable de boxer aussi. Capable de boxer, jouer autour du ring puis boxer ici. Je vais vous mettre les deux, pas en the spot, mais je vais vous demander un peu. Tu sais, on a deux gars vraiment solides à 140 livres, Arthur Biarslanov, John Orobio. Sam, toi, tu les coaches les deux, toi, tu les as côtoyés dans le gym. Là. C'est lequel que vous voyez un peu plus dans votre soupe? Là? C'est lequel vous pensez qu'il va aller le plus loin? Ben, je dirais à court terme, Arthur, parce qu'il est déjà rendu là, il est déjà rendu proche des gros combats. Mais mettons, on va à long terme, je pense que Orobio, il a encore une plus grande marge d'amélioration, mais vu qu'il est plus jeune. Tu sais, Arthur, il est rendu plus avancé dans sa carrière, tandis qu'Orobio est encore plus jeune, fait qu'il a encore plus de marge d'amélioration qu'Arthur. Fait que je pense qu'à long terme, peut-être qu'il peut... Un petit peu plus. Tu vois, c'est drôle parce que je pensais exactement la même chose. Dans le sens où, ben là, avec Biarslanov, on a vu, à son dernier combat, il s'est battu contre les Pénels quand même, qui est un ancien champion du monde. C'est quand même un gars très solide, très sérieux. On est rendu là à la porte des championnats du monde. Fait que c'est sûr qu'à court terme, c'est lui qui a le plus de chance. Mais sur du long terme, j'ai aucun doute que John va devenir champion du monde aussi. Puis comme il est plus jeune, puis qu'il a commencé sa carrière professionnelle plus jeune, je pense qu'il va être à même d'accomplir plus parce qu'il va avoir une plus grande fenêtre aussi. C'est ça que je voulais dire, ouais, c'est ça. Donc, ça va être intéressant. Xolisani, quand il est arrivé ici, il avait de l'air très confiant. Moi, je pense que si John arrive à arrêter Xolisani, ça va vraiment faire un statement. On va savoir qu'il y en a dedans. Surtout s'il l'arrête tôt. Surtout s'il l'arrête avant 5 ans. Mais d'un autre côté, j'aimerais voir John faire des rondes. Je veux voir John faire 10 rondes, tu sais, Puis c'est le style de gars qui va être capable, il est tricky. T'sais, tantôt, tu parlais de Mehmet, là, qui a genre des changements de vitesse dans ses coups, là, tu sais. Ouais. Ben, Xolisani est comme ça aussi, il lance des coups un peu larges, il fonce. Il va falloir que Orobio soit méthodique, qu'il soit patient, qu'il choisisse ses coups de poing. Tantôt, tu demandais à Wilkins s'il aimait mieux se débarrasser d'un gars vite avec un beau knockout ou faire une guerre qui va combat de l'année. Il a choisi s'en débarrasser, puis je vais aller avec la même chose pour John. Demain, oui, t'as raison, on veut faire un peu de round, mais ça serait le fun. C'est un beau statement. Les gens sur la scène internationale vont vraiment le remarquer s'ils s'en débarrassent
rapidement. Puis c'était un peu ça aussi, tu sais, ça a passé tellement proche avec... Je fais un parallèle entre les deux parce que Arthur Biaslanov s'est battu sur ta carte il y a 2 semaines. Puis ça a passé tellement proche qu'il se débarrasse de l'épinette au 4e environ. Puis tu sais, Jaron Ennis, ça y a pris 6 rounds. C'était aussi... un boxeur anglais, Adam Azem, qui s'est battu avec lui, il s'en est débarrassé au 8-9e. Fait que s'il avait été capable de s'en débarrasser rapidement, ça aurait été un statement. Mais il y a des belles choses qui sont sorties de ça. Là, c'est pas la fin du monde. C'est quoi, j'ai remarqué ça là, parce que l'Épinette, dans son coin, c'est pas la même équipe que quand il s'est battu contre Adam Azem. Puis ça a été abandon du coin. Alors peut-être que s'il y avait eu la même équipe, il aurait abandonné parce qu'il était magané. Là. Sa face était toute enflée. Il saignait de partout. T'sais. OK, il était quand même dangereux parce qu'il cogne. Mais peut-être que, mettons, vers les rounds 6, 7, 8, là, peut-être qu'il l'aurait arrêté rendu là. Mais bon. On va pas passer à travers tous les combats, mais il va y avoir quand même Luis Santana qui est dans un bon combat aussi. Ouais, le gars, il est bon, qui affronte. Là. Ouais, il a fait des upsets. Il a fait un upset contre Mark Smithers en Ontario il y a quelques mois. C'est vrai, ça. Moreno Fendero aussi boxe contre un bon adversaire. Wyatt Sanford, Sanford, il dit... Sam, depuis que je suis avec toi, on gagne pas par knockout. Là, mais la qualité de ces 3 derniers adversaires, c'est tous des gars qui ont un background amateur, qui ont été sur les équipes nationales, qui se sont promenés, qui ont fait des compétitions là, internationales. Donc, ouais, mais en même temps, c'est le dernier médaillé des Jeux olympiques du Canada. Je comprends, mais... Depuis 96, on n'en avait pas eu. Fait que là, maintenant qu'il fait le saut chez les professionnels, on doit lui donner une adversité quand même. Tout à fait. C'est juste que là, puis là, c'est ça qu'on a essayé de travailler ce temps-ci, c'est la transition amateur-professionnel. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps pour peaufiner ça, tu sais. Donc là, moi, je te dirais que avec lui, on est rendu là. En ce moment, on complète la transition. Pour revenir de ce que Sam parle, là, as-tu trouvé qu'il y avait une grosse différence? L'espèce de transition entre les rangs amateurs, les rangs pros, comment tu as vécu ça? Moi, je l'ai quand même vécu naturellement parce que mon style, il se transférait quand même bien chez les professionnels. Je suis pas un gars qui lance à gros volume. Je choisis bien mes coups, tout ça. Fait que la transition s'est faite naturellement. Puis j'ai pas une grosse carrière amateur comme Wyatt. Fait que j'ai pas fait 300 combats. Là. Fait que ça a quand même été rapide. Mais c'est complètement différent, par exemple. Ça, je peux le dire, c'est vraiment différent. Tu veux vraiment moins te faire toucher. Tu prends moins de risques. Comme t'es vraiment plus sélectif dans tes coups. C'est comme si t'as l'impression que tu te bats quelqu'un puis vous avez des couteaux dans les mains les deux. Quand vous touchez, c'est comme vous pouvez vous tuer. Là, fait que... Des dommages tout de suite. Ouais. Sinon, un combat local entre Dylan Pépin et Alexandre Perron. Toujours le fun d'avoir des combats comme ça. Local. Et puis, il va y avoir aussi tu vois Éric qui gagner dans ce combat-là? Écoute, Dylan, je le connaissais de chez les amateurs il y a plusieurs années. Il a pris off pendant quelques temps. Alexandre Perron, j'ai pas vu assez de lui pour pouvoir te dire. Mais je pense que c'est un combat qui semble quand même assez équilibré. Donc, je pense que ça va faire un bon combat. Puis c'est ça qu'on recherche, là, surtout dans les combats locaux là, comme ça. Ouais. Parce que Pépin, Pépin, je le connais pas vraiment. J'ai jamais vu boxer, mais l'autre, je l'ai déjà vu boxer. C'est drôle, pareil. Il est drôle. C'est drôle. Il est drôle. Ça veut dire quoi? C'est comme, il y a 0 boxe, mais il est divertissant, genre, tu sais. Il veut se battre. Il veut se battre, ouais. Ça va être le fun, je pense. Enlevé de rideau, il va avoir le toujours excitant Éric Israélian qu'on voit à la pesée. Un autre qui est drôle, là. Alors, voilà. Sinon, sur la scène internationale, le 15 novembre, samedi 15 novembre, au Mexique, sur ESPN Knockout, il y a un combat, moi, qui m'intéresse particulièrement. Lindolfo Delgado, qui est 23-0, contre Gabriel Valenzuela, celui qui avait mis fin à la carrière de Yves Ulysse Junior. Les gars vont s'affronter. C'est dans la catégorie des 140 livres. On a beaucoup de 140 livres au Canada. Donc, on essaie de suivre cette catégorie-là avec un œil très intéressé parce que éventuellement ça pourrait être des adversaires. Valenzuela commence à être un peu magané, il me semble. Il a perdu par contre depuis. Fait que il est plus aussi dangereux qu'il a déjà été. Mais... Quand même 31-4-1, mais il s'est battu contre des bons boxeurs par la suite. Là. Sinon, on s'en va au UK. Ça va être écœurant. UK rematch entre Eubanks Jr. puis Conor Benn. Comment vous voyez ça? Je pense que c'est la même chose que le premier. C'est une autre guerre. Ah, ouais.
Puis tu vois Eubank gagner? Ouais. Ah ouais. Ouais. J'aimerais ça que Conor Ben gagne, mais je pense pas qu'il va gagner. J'étais surpris à quel point Eubank était magané après le combat contre Conor Ben. Parce que c'est quand même 2 catégories de poids différentes, là, tu sais. Même 3, là. Je pense qu'il 140 contre 160. Non. 147 contre 160. Ouais. Ok, 147. Mais- Il a déjà fait des combats à 140, Conor Ben. Il a peut-être commencé En début à de carrière, 140. Ok, avec 147, 160, ok. Mais ils font à 157 le combat, non? Ouais, ça, mais Je pense qu'il y a Eubank qui se draine, comme il est déshydraté, il se draine par ce poids-là. Je pense que c'est ça aussi. Ça se peut. Tu sais, la fin de combat avait été Ouais. pénible pour Eubank. Puis, Bonne force de frappe à ce poids-là, Conor Ben, non? ouais. Mais moi, je pense que quand t'es un cogneur, ça se transfère à tous les poids, pour le vrai, là. Sinon, il va y avoir aussi, on en parlait tantôt, Adam Azim qui va se battre contre Kurt Scobie. Ça aussi, ça va être intéressant. Puis Jack Catterall, un autre à 140. là. Ce combat-là, c'est de la demi-finale. Là, Ouais. ça a passé très proche que ce soit Steve Claggett qui affronte Adam Aziz. Ah, c'est vrai, hein? Puis toujours la blessure à l'épaule. l'épaule. Jack donc Catterall, on est obligé de refuser, mais on s'était fait offrir ce combat-là. Ça aurait été un excellent combat. Ça aurait été le fun de voir d'aller vivre ce gros combat-là. Puis ça aurait été une belle opportunité pour Steve Claggett. Non? Catterall, je l'ai vu sparer avec Chris Guerrero Ok. à Philadelphie. Il s'entraîne maintenant avec Bozy Ennis. Ok. Chris, ça avait vraiment très bien fait. Ouais. Tous les gars à Philadelphie avaient vraiment très bien fait. Lewis, lui qui a fait la meilleure. Il a sparé avec Fulton, puis il a vraiment bien fait ça. Là. Ah ouais? Oh, ouais, vraiment. Fait qu'il est vraiment prêt pour ce combat-là. Là. Lewis, ouais. Moi, Lewis m'impressionne beaucoup. Sinon, on parle tout le temps de la boxe professionnelle, mais c'est important de supporter et de soutenir la boxe amateur parce que c'est le futur de la boxe professionnelle. Il va y avoir des shows en fin de semaine. Boxe Rimouski organise un événement le samedi. Pardon? Simon Kane? C'est-tu là? Non, c'est à Rimouski. Simon Kane, ça va être à Shawinigan, je pense? Non? Tu parles à Rimouski, je vois. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si ça va être là. Mais c'est vrai que Simon King va faire un combat. T'as-tu encore beaucoup d'amis qui boxent amateurs? Non. Pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment d'amis, moi, en général. Non, mais la boxe, ça prend tellement de temps. Ouais. Puis comme quand tu mets tout, tu disais tantôt que tu mets tous tes œufs dans le même. Mais moi, ça fait pas si longtemps que ça t'as fait le saut chez les professionnels. Ouais. Là. Fait que, je me disais peut-être que tu suis encore ça un peu. Non, ou ben, pas vraiment. je connais plus. Comme je vois les noms des compétiteurs, je les connais plus. Comme, je sais qu'il y a encore quelques-uns, mais donc, dans le temps que j'étais amateur, il y avait plus de noms que je reconnaissais. Là, maintenant, je les connais plus. Là. T'as laissé pas. Ouais. Ton focus n'est plus là pendant Mais c'est difficile de suivre ça. Ouais, si ça t'es va pas, vite, si t'es c'est pas sûr, dedans, là, c'est tu sais. Ben, j'en connais un qui est Gab Ali. Mettons, Gab Ali, je sais qu'il est très bon. Qui d'autre que je connais? Keoma. Kioma, mais ouais, lui, il est sur l'équipe nationale, là, mais mettons, pas sur l'équipe nationale, je dirais. plus local. Là. Local, ouais, c'est ça. Ouais. Gab Ali, il est très bon aussi. Je trouve très bon. Sinon, Club de boxe de Sherbrooke qui va avoir aussi un événement. Notre ami Madouma, Mad Box Fitness, on va faire un événement à Laval. Et le club, le top tiers à Brossard, ils ont aussi un événement. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, de la boxe amateur, aller encourager les futurs boxeurs professionnels, ceux qui sont en plein apprentissage ou qui peaufinent leur art, c'est le temps d'y aller. Weekends, écoute, c'est une soirée de gala ce soir, donc c'est tout le temps qu'on pouvait avoir, mais je tenais à te remercier d'être venu On va à essayer notre de faire ça plus souvent. Après, quand un de nos athlètes du Québec boxe, puis on croise les doigts qu'il gagne son combat. Donc, on pourrait techniquement avoir Steven Butler peut-être dans 2-3 semaines. Non, il donnait le temps de récupérer, puis on pourrait l'inviter à venir ici. C'est le fun. C'est une bonne. On peut revenir, avoir l'athlète en question sur place. C'était une belle expérience. Merci d'être là. Ah, ça fait plaisir. Merci. Mais juste avant qu'on parte, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu disais, là tu es en vacances présentement entre deux combats. Est-ce que tu sais déjà c'est quoi la suite des choses? Je sais pas, j'ai aucune idée. C'est la première fois comme que je sais pas. Là-dessus, j'ai déjà mon prochain combat, je sais pas encore. Mais comme là, je suis excité de voir la suite. Ça va être quoi la suite? Giuseppe m'a donné une idée d'adversaire. Gabe Rosado, vu qu'il revient de revenir en boxe, je pense que ça serait un bon nom international. Comme que si je battais, mon nom deviendrait plus connu dans le monde. Puis je pense que c'est le même niveau que Shaquille Finn à peu près. Fait que ce serait bon. On regarde pour faire un show autour du mois de mars dans ta ville natale. Ah ouais? C'est Mois de qu'on mars? aimerait Ça serait nice. C'est ça qu'on aimerait faire. À suivre, là. On a une couple de choses à confirmer, mais ça serait ça la cible pour l'instant. Avant qu'on parte, par exemple, là, j'espère juste que
ta retraite à 26 ans, c'est pas quelque chose de coulé dans le béton pour l'instant. Le monde n'était pas content de cette année. Mais parce que moi, je suis un gars très conscient. Je suis pas délusionnel. Je suis conscient de la boxe, qu'est-ce que c'est. Puis comme je suis conscient vraiment que comme ça peut donner des gros dommages physiques. Puis je veux pas me ramasser prendre ma retraite à 35 ans puis comme être dépendant de la boxe toujours. Puis ouais, c'est ça, je veux pas finir comme Prendre des mauvais combats juste parce que t'as besoin de ça. C'est ça. Je veux vraiment me retirer au top. Genre comme que GSP a fait, s'est retiré au top. Comme que Andrew Ward a fait, se retirer au top. Je veux me retirer au top. Genre au moment que le monde va dire comme aïe, il est au top, j'ai hâte de voir la suite, puis là, boum, je disparais. Comme ça je veux pas attendre d'avoir une défaite ou attendre de me faire knocker pour dire bon, c'était temps de prendre ma retraite. Non, je veux vraiment me retirer. Puis on laisse. Il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Comme. Je trouve que c'est bon. C'est sans mieux de finir de même au moins. 100%, mais on peut faire ça à 30 ans aussi, là, quand tu vas être encore au top. Là. Mais 30 ans, c'est dans 10 ans. C'est quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer en 10 ans. Ça, c'est sûr. Ouais. Puis moi, je suis sur les pros à 18. Ouais. Mais je pense une carrière de 10-12 ans, c'est pas une carrière étirée non plus. Là. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas 20 ans. Mettons, Jean-Pascal, il a fait comme 20 ans. Une carrière étirée dépend tout le temps du dernier combat. Jean, il est rendu à... Ça fait 21 ans qu'il boxe. C'est beaucoup, là. Ouais. Les gars, on va arrêter ça là. Merci énormément. Je suis vraiment désolé. Faut que j'aille chercher un de mes boxeurs. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le Punchcast, n'hésitez pas à nous suivre, à liker, à partager sur les différentes plateformes. Alors, il y a punchandgrace.com, la commission athlétique, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Merci énormément. Et puis, comme dirait justement notre bon ami Jean-Pascal, gardez le punch et à la prochaine.